Le Congo, la télévision numérique. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo. Bendele Koyate. Sommet de la francophonie, le Premier ministre et sa délégation ont refusé de s'afficher dans la même photo de famille avec le président Paul Kagame, une façon de protester contre l'agression rwandaise. Pendant ce temps, au Kwilu, les forces vives étaient ce samedi dans la rue pour dire non à l'agression rwandaise et manifester son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Projet construction port en eau profonde de Banana, les travaux évoluent bien. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a effectué une descente sur les terrains pour s'en rendre compte. Les détails dans ce journal. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette édition d'information démarrant avec l'ouverture ce 19 novembre à Djerba en Tunisie du 18e sommet de la francophonie. La délégation de la République démocratique du Congo est conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, resté au pays pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est, faisant
face à une guerre injuste dans la région du Kivu. La RDC a accepté de participer à ces assises principalement pour faire entendre sa voix et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 et aussi réaffirmer sa détermination à abriter la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendront à cheval entre juillet et août 2023 à Kinshasa. Et pour protester contre l'agression rwandaise, la délégation de la RDC a refusé de s'afficher dans la même photo de famille de ce 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie avec le président Paul Kagame du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. En quête de solutions, le facilitateur Uhuru Kenyatta était à Kinshasa puis à Kigali. Après sa rencontre avec le président rwandais, Paul Kagame décide de retirer le M23 des localités occupées en RDC et obtenir un cessez-le-feu. Un aveu manifeste. Le Rwanda est donc impliqué dans la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Kagame est donc sous pression ou une nouvelle stratégie du malin chef d'État rwandais. Tentative de réponse dans ce papier que nous propose John Zati. Le masque est tombé. Paul Kagame vient de s'exprimer clairement. Il demande le cessez-le-feu dans la guerre de l'Est de la RDC et le retrait du M23 des positions occupées en République démocratique du Congo. C'est que la population congolaise réclamait depuis toujours ne vient-il pas de porter du fruit alors que le gouvernement congolais a amadoué le Rwanda, Kigali lui déstabilisé la RDC. Il a fallu une prise de conscience de ces derniers jours et une reconnaissance ferme, sans tergiversation aucune, par Félix Tshisekedi pour que les choses bougent. Dorénavant, la République démocratique du Congo est plus consciente. C'est contre le Rwanda et le projet d'annexion d'une partie de la RDC que l'armée combat. Et Kinshasa recourt enfin aux grands moyens dans cette guerre de l'Est. Des frappes aériennes impliquant des avions de chasse et des frappes au sol infligent d'énormes pertes en vies humaines et en matériel de guerre au M23. Curieusement, de nombreux corps des militaires de l'armée rwandaise tués au front en RDC sont rapatriés au Rwanda. Le débat s'est déjà invité dans la classe politique à Kigali. Paul Kagame n'est-il pas tout simplement coincé? Ne ressent-il pas s'être engagé dans une aventure qui, sans la naïveté du côté congolais, n'est que sans issue? Il est certes vrai que c'est le prétexte de la rencontre avec le facilitateur Uhuru Kenyatta qui a conduit à cette déclaration de Paul Kagame. Il accepte le cessez-le-feu en RDC ainsi que le retrait du M23 des positions occupées. Le voile est donc levé sur ce qui n'était qu'un secret de polichinelle. Le Rwanda est le cerveau moteur de la guerre de l'Est avec une complicité internationale. Ce sont peut-être les grands moyens utilisés par l'armée congolaise qui ont contribué à l'y contraindre. Mais une question revient. Peut-on faire confiance en la parole de Paul Kagame? La République démocratique du Congo n'a plus de raison d'être dupe. Félix Tshisekedi, qu'il avait traité jadis de frère, en sait beaucoup, à ses dépens bien sûr. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi par visioconférence le Conseil des ministres. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la tenue des réunions de sécurité présidées par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Suivez. Rapport sur la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires est intervenu pour faire le point au Conseil de la situation humanitaire dans le Nord Kivu, particulièrement à Kanyaruchinya, où il a visité les populations déplacées. Selon les statistiques fournies, environ 285 000 personnes sont déplacées depuis les attaques du mois d'octobre dernier. Il a pu faire l'évaluation des besoins urgents pour permettre au gouvernement d'agir en conséquence.
Il s'agit de faire face à l'insuffisance des abris, d'eau potable et de latrines. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre la mise à disposition des moyens pour soulager les calvaires de ses compatriotes. Dans un deuxième point, le Premier ministre a informé le Conseil d'avoir tenu dans la semaine qui s'achève plusieurs séances de travail, notamment une importante réunion de sécurité à laquelle ont pris part des membres du gouvernement, les chefs d'état-major général de FARDC, des officiers militaires et policiers, ainsi que les responsables des services de renseignement. Systématiquement, ces réunions ont passé en revue la situation sécuritaire, opérationnelle et humanitaire dans la partie est de notre pays. Il a été noté que la mobilisation de notre peuple contre les M23 et les Rwandais n'aura jamais été aussi dense et forte dans tout le pays. En effet, à travers des manifestations populaires et des prises de position publiques, le peuple congolais, comme un seul homme, ne cesse d'exprimer son attachement à l'intégrité du territoire national et sa fidélité au chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Le gouvernement de la République, quant à lui, continue de mettre à la disposition de nos troupes engagées au front toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs nobles devoirs. Soutien au FARDC, les forces vives du Kwilu étaient ce samedi dans la rue pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et dire non à l'agression rwandaise. Elles ont à l'occasion réitéré leur soutien au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Benoît Descrovedal nous en parle. Ils sont comme un seul homme pour dire non à l'agression rwandaise et soutiennent tous les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont les forces vives de la province du Kwilu, à savoir les partis politiques, les confessions religieuses, les associations, membres de la société civile, ainsi que les groupes de pression. Cette marche est partie du rond-point du 21 novembre, passant par tous les grands artères de Bandundu-Ville jusqu'au gouvernorat du Kwilu. On pouvait lire sur les banderoles les messages de mise en garde au Rwanda et de soutien au FARDC résumés en ces termes dans leur mémorandum lu devant le vice-gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai, par Placide Moukwa, vice-président du cadre de concertation de la société civile du Kwilu. Nous, forces vives de la province du Kwilu, observons avec la plus grande indignation la situation calamiteuse qui survient à l'est comme à l'ouest de notre pays, caractérisée par l'occupation rwandaise. Déclarons: réaffirmons notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Soutenons la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Appelons les jeunes filles et garçons de la province du Kwilu à s'enrôler massivement dans l'armée. Satisfaction du vice-gouverneur Félicien Kiwai qui promet de transmettre à sa hiérarchie leur mémorandum. Notez que cette marche était également effective dans le territoire de Bagata. L'administrateur militaire du territoire de Lubero Nord Kivu annonce pour un délai réduit l'installation des éléments de la police nationale congolaise et autres services de sécurité en localité de Musemba, voisine de la ville de Butembo. Le colonel Alain Kiwewa l'a dit vendredi lors d'une séance d'échange avec la population. Delphin Sindani. Colonel Alain Kiwewa, accompagné par le chef des chefferies de Baswaga, du chef de groupement Bouyora, du président de la société civile de Lubero, du commandant PNC Lubero, a fait cette annonce en décourageant la justice populaire, mais plutôt privilégié la collaboration civilo-militaire. Dans la salle de l'espace Agapé de Musimba, l'administrateur du territoire de Lubero a rassuré la population sur la détermination des autorités à restaurer la paix. Il était important que je vienne visiter en itinérance comme d'habitude pour essayer de voir un peu
les thermomètres de niveau de l'insécurité qui a sévi ici de notre localité de Musimba. Il y a eu absence de beaucoup plus des agents de l'État, il y a eu absence de policiers, il y a eu absence de certains éléments des agents de l'ANER par exemple, donc des services étatiques. Alors je devais vérifier cela, venir voir de moi-même pourquoi et savoir la cause de cette absence-là. Et voilà que je suis là et j'ai compris qu'il y a certains problèmes que nous devons régler. Nous devons régler entre la population et les agents étatiques qui travaillaient ici. Et j'ai compris la cause, qui est pratiquement des incompréhensions entre la population et la police ou l'ANER. Satisfaction totale de la société civile de Musimba. Nous disons merci car il vient de répondre aux quelques besoins de la population d'ici à Musimba, comme nous n'avions plus de la PNC ici à Musimba de l'année. Voilà qu'il vient de nous promettre comme quoi il va nous envoyer le bureau ou bien les agents de la PNC. La rencontre s'est clôturée sous la satisfaction des participants. Les chefs de chefferie. Le Sénat a déclaré récevable la proposition de l'important statut particulier du corps des diplomates en RDC. Aussi, les sénateurs ont adopté le rapport de 2 commissions, PAJ, Finances et Infrastructures. Le point avec Lisette Kengakelekelo. La proposition de loi portant statut particulier du corps des diplomates de la République démocratique du Congo, une initiative de la sénatrice Francine Muyumba, a été déclarée recevable lors de la plénière de ce jour. Elle sera ensuite confiée à la commission mixte PAJ et Relations extérieures pour un examen approfondi. Cette initiative parlementaire entend combler le vide juridique dans ce secteur et renforcer la diplomatie congolaise. Dans la nouvelle législation, on met l'accent sur la lutte contre les antivalaires, des nominations politiques et surtout dans l'administration du ministère des Affaires étrangères, et aussi permettre à nos ambassadeurs et à nos ambassades d'avoir les moyens qu'il faut pour mener la diplomatie, bien entendu qu'il faut. Donc cela veut dire que le problème sociaux seront résolus avec l'actuelle proposition de loi dès qu'adoptée et promulguée par le président de la République. Nous allons tant soit peu résoudre le problème des diplomates de la République démocratique du Congo, afin d'amener nos diplomates aux standards de traitement qu'il faut sur le plan international. Peu avant l'examen de la proposition de loi Muyumba, la plénière présidée par Modeste Bahati a adopté, après débat général, les rapports des commissions mixtes PAJ Ecofin et PAJ Infrastructure sur la proposition de loi portant création de la taxe de promotion industrielle et celle relative à l'aviation civile. Examinée en seconde lecture au Sénat, la première proposition de loi veut renforcer les dispositions d'octroi des prêts par le Fonds de promotion de l'industrie à travers les pénalités et la garantie de remboursement. Et la seconde entend sortir la RDC de la liste noire de l'aviation civile dans le monde. Les commissions respectives ont obtenu de la plénière 48 heures pour amendement des rapports avant le vote qui interviendra très prochainement. Installée depuis août 2022, la nouvelle équipe de secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature totalise 100 jours à l'occasion. Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent, premier président de la Cour d'appel, a fait le bilan de ces 100 jours. C'était devant la presse en présence des membres de cet organe. En 100 jours, le bilan est élogieux et les perspectives ambitieuses détaillent Alain Linomwamba. Au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, la nouvelle équipe installée depuis le 8 août 2022 a été mise en place après les 4 ans d'exercice de l'ancienne équipe. Composée de 9 membres, elle est chapeautée par le premier président de la Cour d'appel, Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent. 100 jours après, dans un bref échange avec la presse intervenue dans ses bureaux de Kinshasa, le vendredi 18 août 2022, il a été dressé le bilan après une projection vidéo donnant les grandes lignes de ces 100 jours. J'ai opté pour gérer le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et gérer les magistrats à la méthode de la gare, la gestion axée sur les résultats. On a eu à planifier des activités. Et sans vouloir aller dans beaucoup de détails, 2 éléments essentiels
sur base des priorités nous définies par le bureau, a retenu l'attention des membres du secrétariat permanent. Il s'agit de la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et le recrutement de nouveaux magistrats. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature était entouré de ses collaborateurs, dont le premier et deuxième rapporteur, qui est une femme, Serge Kachama, président de la Cour d'appel, et Bebia Ikabou, substitut du procureur général, ainsi que les membres de la cellule qui sont au nombre de 6. En ce 100 jours, l'une des grandes réalisations est le test de recrutement des nouveaux magistrats organisé récemment sur toute l'étendue du territoire national, qui a été un grand succès, exprimant donc la volonté du chef de l'État qui tient à l'instauration d'un État de droit. 100 millions d'habitants, 3 000 magistrats qui sont en fonction actuellement. Comment allez-vous les dispatcher sur l'ensemble du territoire national? Impossible. Il a été décidé par le chef de l'État qu'on a, même les 5 000 qu'on a recrutés, les gens disent que c'est beaucoup, mais c'est encore peu. Nous devons être au-delà de 10 000 magistrats. Un hommage a été rendu à Dieudonné Kamouleta, procureur général près la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier, à qui il avait plu alors de nommer les nouveaux animateurs du secrétariat permanent. Écho des partis politiques, la formation politique Action Alternative pour la Renaissance du Congo, parti cher à l'honorable Élisée Mounemboué et membre du FCC de Joseph Kabila, président honoraire et sénateur à vie, a procédé à la clôture du premier conseil national du parti durant 2 jours. Plusieurs militants et cadres de cette formation politique étaient réunis pour évaluer les activités du parti. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce samedi dans la commune de Kassavubu. Prince Mbangala et Blanchard Bayembe pour le reportage. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l'Action Alternative pour la Renaissance du Congo, AARC, formation politique chère à l'honorable Élisée Mounemboué et membre du Front commun pour le Congo, a procédé à la clôture de la première session ordinaire du Conseil national du parti. Pendant des jours, les membres et cadres du parti venus de toutes les provinces du pays ont assisté à des séances de formation et d'information sur les sujets, notamment comment organiser de bonnes élections et le civisme fiscal. Les participants à ces assises ont également évalué les activités du parti, mais aussi réfléchi sur l'avenir de les formations politiques. Prenant la parole, l'honorable Élisée Mounemboué s'est dit très satisfaite de la réussite de cet événement avant de condamner fermement l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous sommes Action Alternative pour la Renaissance du Congo, ARC en sigle. Nous appartenons à la famille politique, le Front commun pour le Congo, sous le leadership de notre autorité idéologique, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Nous sommes donc un parti de l'opposition et nous devons nous comporter comme tel. C'est dans cet ordre d'idées que nous réclamons haut et fort une CENI mise en place de manière consensuelle. Un nouveau comité directeur a été mis en place et installé par la présidente nationale du parti qui a remis les insignes du parti au secrétaire général. Il faut noter que plusieurs personnalités du Front commun pour le Congo ont rehaussé de leur présence, à l'instar de l'honorable Chadari Obeminaku Raymond Chibanda. Tous se rangent derrière l'autorité idéologique du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Projet de construction du port en eau profonde de Banana. Le gouvernement congolais s'y emploie. Les différents ministères jouent leur rôle dans la réalisation de ce grand projet initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le cas du ministre d'État Alexis Kizaro qui revient justement d'une visite d'inspection à Banana. Le reportage est signé Blanchard Bayembe.
À Banana, dans le Congo central, où il a clôturé sa mission d'inspection, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, et les responsables des structures techniques de son ministère ont prospecté la route nationale numéro 1 dans son tronçon, compris entre Banana jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo, où il sera érigé le port en eau profonde de Banana. Ce projet est combien bénéfique pour les pays, lancé en janvier par les chefs de l'État et très suivi de très près par le gouvernement de la République. Le ministre des ITP joue déjà sa partition avec notamment l'aménagement des voies d'accès. Dans le cadre des conditions suspensives qui ont été exigées par le partenaire privé, il y a des exigences qui ont été faites en termes de voies d'accès et même sur toute la concession. Quels sont les travaux qui seront effectués? Alexis Gisaro répond. Premièrement, construire une route à partir d'ici jusqu'à la ville de Mwanda, une route de 2x3, 3 bandes qui permettra d'accéder à la ville de Mwanda. Nous allons construire des routes à 2x2. L'autre devoir important, ça sera effectivement de protéger nos berges. Comme vous pouvez le voir sur la route, nos berges sont aujourd'hui fortement attaquées à cause des mouvements des eaux. Donc il y a des gros travaux qui vont être faits en termes d'enrochement pour pouvoir stabiliser ces eaux. Le ministre des ITP rassure que ce projet, combien économique, avance normalement. Chaque ministère concerné dans ce projet est très avancé. Je vous informe que par exemple le ministère des Affaires foncières a déjà réalisé une bonne partie des expropriations, à peu près à 90%. L'aspect dont nous venions de discuter, vous voyez à côté de moi le commandant de la base de Kitona, également le commandant ici du camp de Banana, de notre force navale. Je parle d'eux parce qu'effectivement dans la mise en œuvre, il est prévu que nous puissions délocaliser le camp. Pour boucler sa mission d'inspection dans le Congo central, le patron des ITP a fait la ronde de la voirie des Banana. Accompagné de ses ingénieurs, Toumba Chikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage, a procédé vendredi à l'évaluation des travaux en cours d'exécution de la ville-province de Kinshasa. Une occasion pour le numéro 1 de l'OVD de palper du doigt le niveau d'exécution des travaux de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Blanchard Baembe. Après sa reconduction à la tête de l'Office de voirie et drainage OVD par le chef de l'État, Victor Toumba a mis en contribution la journée de vendredi afin d'inspecter les travaux dans le cadre de l'opération Kinshasa Zéro Trou. Donc je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État qui a plu de nous reconduire à la tête de l'Office de voirie et drainage. Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministre d'État parce que c'est sous ces orientations que nous travaillons. Un habitué des terrains, l'infatigable Toumba Chikela a minutieusement suivi des explications techniques dans les différents chantiers sur l'avancement des travaux. Le numéro 1 de l'OVD, partout où il est passé, a martelé sur l'accélération des travaux et le respect du délai contractuel. Nous avions écrit à toutes les entreprises qui sont bénéficiaires de ces financements de pouvoir nous présenter un planning des travaux actualisé. Parce qu'on a connu un temps mort dû au financement. Maintenant que le financement est disponible, il était tout à fait indiqué qu'ils puissent nous présenter un planning. C'est ainsi quand nous sommes passés sur le chantier de Kinkole, nous avions constaté que les travaux s'exécutent, mais pas au rythme souhaité. Et nous avions donné des recommandations précises à l'entreprise et à la direction provinciale de Kinshasa parce que c'est la DPK qui coordonne les activités du programme de Zéro pour qu'ils puissent faire une réunion avec l'entreprise afin de pouvoir planifier les différentes actions qui doivent être menées de façon à ce que les chantiers puissent prendre une vitesse de croisière. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage a bouclé sa visite d'inspection sur l'avenue Gambela où la direction provinciale de l'OVD est à pied d'œuvre.
Lancée en mars 2022 par le pouvoir public du Congo-Brazzaville, l'opération de changement des permis de conduire de carton rose en permis informatisé et sécurisé a été relancée. Cela après plusieurs reports. Guy Blaise Sidou, notre correspondant à Brazzaville, précise dans ce reportage. La relance de l'opération de changement de permis rose au permis informatisé sécurisé à Brazzaville suit son cours normal. Ceci après plusieurs périodes d'hibernation dues aux caprices techniques, à la sensibilisation ainsi bien qu'à d'autres stratégies d'après les pouvoirs publics. Sur le terrain, ce contrôle est pour le moment suspendu en vue de permettre aux usagers de la route qui n'ont pas encore changé leur permis de le faire dans la quiétude. Certains que nous avons interviewés se conforment à l'opération malgré les difficultés d'argent qui se posent. J'ai déjà changé mon permis, j'ai tout payé, donc là j'attends que ça sorte. J'attends déjà mon permis CEMAC. Ouais. J'ai payé 50 000, on m'a donné le récit. Pour en savoir plus sur cette opération, nous nous sommes rapprochés de M. Gilbert Mwanda, directeur des transports urbains et routiers à la Direction générale des transports terrestres. Ça évolue. Vous savez que le changement, ça n'a toujours été pas accepté de tout le monde, mais c'est un décret présidentiel que nous devons mettre en application en tant qu'administration publique. Nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore fait de le faire parce qu'il nous reste juste le mois de décembre. Ngate Ituambola, secrétaire chargé de l'économie et des questions spécifiques de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, un des partenaires du gouvernement, apporte aussi leur pierre à l'édifice pour la réussite de cette opération. Ça a demandé beaucoup de contributions. Il fallait expliquer, réexpliquer aux usagers de la route qui n'ont pas tous la même compréhension des faits. Parce qu'il y a ceux qui se disent, j'avais déjà dépensé pour avoir mes 3 cachets, pourquoi dépenser 50 000? Donc il fallait expliquer, réexpliquer. D'après le directeur des transports urbains et routiers, 1782 permis ont été déjà changés. Le reste fera progressivement jusqu'à la date butoir, a-t-il fait savoir. Rappelons que le décret relatif à cette opération a été signé par le président de la République depuis l'année 2011. Après 4 mois des travaux, enfin, les 17 écoles construites dans la ville de Goma et en territoire de Nyiragongo par le Fonds social de la République démocratique du Congo sont prêtes et inaugurées par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima, a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Le commentaire est signé Maozi Gabé. C'est l'école primaire Moria de Goma qui a servi de cadre pour l'inauguration des nouvelles écoles construites par les fonds sociaux de la RDC dans la ville de Goma et en territoire de Nyiragongo. Ces ouvrages réceptionnés ces jours vont contribuer sensiblement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, d'où la gratitude du directeur de la province éducationnelle du Nord Kivu 1. Aujourd'hui, nous avons de bons bâtiments scolaires. Et cela, ça tombe bien à propos, comme nous sommes au premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023 et les enfants vont pouvoir bien démarrer et continuer à travailler dans de très bonnes conditions. Didier Mobinzi, chef d'antenne du Fonds social au Nord Kivu, précise que la réalisation de ces infrastructures de base est une preuve du sérieux des Congolais. 4 mois de travaux qui ont permis à ce que dans notre ville et dans le territoire de Nyiragongo fleurissent des joyaux. Si vous allez dans la périphérie de la ville de Goma et vous voyez des endroits où il y avait de l'insalubrité, des bicoques, et voir germer, jaillir des bâtiments neufs, neufs, ça montre que la RDC peut travailler pour le bien de ses enfants. Ayant coupé les ribbons symboliques et remis les clés aux responsables des 17 écoles inaugurées, dont 15 à Goma et 2 dans le Nyiragongo, le lieutenant général Ndima Kongba Constant appelle les usagers à plus de responsabilités. J'encourage vivement les gestionnaires des écoles construites, les comités des parents des élèves et les brigades scolaires à faire bon usage de ces bijoux qui sont sortis de terre à peine 4 mois, là où il n'y avait rien. Notons que toutes ces écoles comptent chacune 6 salles de classe bien spacieuses, équipées en pupitres, de bonne qualité, des toilettes, des poubelles, un bureau de directeur et de l'électricité verte.
Un atelier de restitution des résultats nationaux de l'évaluation d'analyse du système éducatif des pays francophones a été organisé à Kindu, dans la province du Maniema. Il avait regroupé les acteurs du secteur de l'éducation dans la province éducationnelle Maniema 1, grâce Mbambi. C'est ce reportage. La restitution et la dissémination des résultats nationaux de l'évaluation des programmes d'analyse du système éducatif des pays de la francophonie était au centre d'un atelier organisé à Kindu le vendredi 18 novembre 2022 par la Direction de l'information pour la gestion de l'éducation, DIGE en sigle. Sous la facilitation de Roger Vimine Katakoli, directeur chef de service des partenariats éducatifs, les participants, spécialement les acteurs impliqués dans les systèmes éducatifs en province, ont produit des recommandations réalistes, contribuant ainsi à la réduction des écarts de performance entre élèves et écoles. Motif de satisfaction pour le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Éducation, présent à ces assises. Chers participants, le temps que vous venez de passer dans cette salle dénommée Centre de ressources pour enseignants de la province éducationnelle Maniema 1 a été bénéfique pour vous, pour notre système éducatif, pour la province du Maniema et même pour la République démocratique du Congo tout entière. C'est pourquoi nous vous invitons, comme Jésus l'a dit à ses apôtres, allez enseigner vos collaborateurs sur le terrain pour que nous puissions améliorer la qualité des prestations du système éducatif dans notre chère province. Tout en promettant de répercuter le message à la base et de capitaliser les recommandations, les participants, par le biais de leurs représentants, ont remercié vivement la Direction de l'information pour la gestion de l'éducation et la province éducationnelle Maniema 1 pour l'opportunité leur offerte. L'Église adventiste au niveau mondial a célébré ce samedi de manière particulière la journée des orphelins et vulnérables en ville de Butembo, Nord Kivu. Les orphelins pygmées venus de Beni et Ituri ont reçu différents dons, une occasion pour l'Église de les apporter, de leur apporter un sourire à ce grand jour. Delphin Sindani nous en parle. À l'église adventiste du 7e jour de Matanda, par exemple, les orphelins pygmées déplacés de guerre venus de Beni et Ituri ont été invités à l'église pour participer aux différentes étapes du culte. Ils ont eu droit à la parole et à la nourriture. Pendant différentes interventions au culte, des messages d'espoir leur ont été adressés. Madame Mado Kavu Omahamba, directrice du ministère de la Femme adventiste et d'Orcas, explique le sens de cette activité. Vraiment, c'est une journée spéciale pour nous. Si nous sommes avec les orphelins bien vêtus en uniforme, ainsi que nos directrices d'Orcas et UNIFEM. Aujourd'hui, tel que la prédication a été, ce sont des fils de Dieu, ne sont plus des orphelins. Ils ont visité leurs frères à Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons toujours avec eux. Les bénéficiaires de nouveaux habits et autres dons de l'église n'ont pas caché leur sentiment de réjouissance. Les chrétiens adventistes nous ont bien accueillis. Seul Dieu va bénir leurs mains. Nous disons sincèrement merci pour ce bienfait, qu'ils ne se lassent pas. Le pasteur responsable de l'église adventiste du 7e jour de Matanda remercie l'église pour ce geste et appelle d'autres bonnes volontés à assister les nécessiteux. Vraiment, nous demandons à tout le monde qui a une bonne volonté de bien soutenir ces affaires, parce que de toutes les façons, ce sont les affaires de Dieu et ils ont vraiment besoin du soutien de tout le monde. Soulignons que ces mêmes séances d'assistance aux nécessités ont été réalisées dans d'autres églises adventistes en marge de cette journée mondiale des orphelins et vulnérables. Le cabinet du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique porte à la connaissance des usagers du service public en général et des agents de carrière des services publics de l'État en particulier que l'autorité a procédé vendredi 18 novembre 2022 à la signature de l'arrêté portant mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique. Quant à la lecture malencontreuse du nom de feu Massimango Mbili Bouili Daniel comme secrétaire général à l'urbanisme et habitat sur la version transcrite dans le communiqué tel que lu, le cabinet
tout en présentant ses profondes condoléances à la famille de l'illustre disparu, ce haut cadre de la République qui, ayant été nommé secrétaire général par ordonnance présidentielle, avait amplement mérité et cette affectation rassure que la version signée, notifiée et transmise au journal officiel concerne plutôt un autre secrétaire général fait à Kinshasa le 19 novembre 2022, le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Digital Congo, la télévision numérique.